Et un nouveau rendez-vous des IA Talk, toujours depuis le World AI Cannes Festival. Alors nous allons parler avec Fabienne de Thomas et ses invités. Fabienne, vous êtes responsable projet innovation, pôle de compétences au SCS, et nous allons parler de l'AI Act, le Data Act, ces réglementations européennes en cours qui posent beaucoup de questions et soulèvent des points critiques. Alors pour en parler avec nous, Isance de France, qui est docteur en droit et chargée de mission IA auprès du coordinateur IA de la Gendarmerie nationale. Bonjour. Également Philippe Froissant, CEO System Data Models. Bonjour également. Denis Bâtiment, CTO de My Data Models. Nicolas Pozoco, AI Practice Lead chez Euranova. Et puis Bertrand Cassard, responsable gouvernance des données au sein du groupe La Poste. Merci Benjamin. Alors merci à tous pour votre implication et participation. Alors, c'est vrai que, comme le disait Benjamin, cette réglementation soulève beaucoup de questions, beaucoup de points critiques. Elle est en cours, elle implique différentes communautés qui ont différents vocabulaires et il faut mettre tout ce monde-là en marche. Alors Bertrand, vous êtes coordinateur du groupe de travail AI Act au sein du hub Francia. Donc vous avez un rôle, on va dire, national par rapport à cette réglementation. Est-ce que vous pourriez nous rappeler peut-être la genèse de cette réglementation qui suscite beaucoup de questions et beaucoup de critiques aussi, et peut-être faire un parallèle avec une réglementation européenne qui, elle aussi, suscitait beaucoup de critiques à l'époque, le RGPD, autour des données personnelles, mais qui finalement a fait ses preuves et dont s'est inspiré peut-être cette AI Act en cours. Bonjour Fabienne, merci, enchanté pour l'invitation. Pour vous présenter un peu rapidement les questions de l'AI Act, le RGPD, le Data Act également, ce sont des textes européens qui vont porter sur tout ce qui va être le droit numérique et qui vont mettre en œuvre une sorte de notion qui serait la gouvernance juridique des données. Ils vont vous prévoir des protections sur les données en amont, en aval, post-traitement, après-traitement. La première logique du RGPD, c'était de faire un traitement sur la donnée à caractère personnel, alors que tout ce qui va être l'AI Act, cette fois-ci, va être sur l'algorithme, le système d'IA. Et d'ailleurs, j'insiste aussi sur ce point, intelligence artificielle est un domaine d'étude, système d'IA, c'est le logiciel en tant que tel. Ce qui est intéressant dans la genèse de cet acte, c'est qu'il est très similaire, il met également une approche comme le RGPD de conformité, et on voit des mécanismes assez similaires dans le fonctionnement en tant que tel. Actuellement, le texte a été présenté en 2021 par la Commission de l'Union européenne. Il est en phase de première lecture. Le Conseil de l'Union européenne a fait une orientation générale, c'est-à-dire qu'auprès du Parlement, il donne ses idées tiers. C'est présenté au mois de décembre de cette année et nous attendons là prochainement la sortie, le premier vote au niveau du Parlement. Si tout se passe bien, le texte devrait être publié fin d'année ou début d'année prochaine et entrer en application d'ici 2027 en l'état actuel de la rédaction de la version qui est sortie par le Conseil de l'UE. Ce qui est intéressant, c'est que toute l'approche qui est mise en œuvre par ce texte, là encore, c'est une question de gouvernance juridique des données. Comment, quand vous concevez une application, vous allez encadrer ces données, encadrer le logiciel et voir dans quelle mesure ces éléments-là vont pouvoir permettre d'avoir un attrait, que l'Europe soit, par rapport aux autres pays, attractif par la protection qu'ils vont apporter aux utilisateurs ou pour être tiers de confiance dans l'usage. Okay, merci. Alors, vous, Isance, vous êtes docteur en droit, et donc vous avez un regard de juriste, forcément, sur cette réglementation en cours. Et vous avez notamment, vous estimez que cette réglementation suscite quelques problèmes, notamment en termes de définition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Oui, merci pour cette invitation. Je dirais plus que des problèmes, ce sont des défis. Je dirais qu'il y en a à peu près 3. Le premier, en fait, est une composante de ce qu'on est en train de vivre. C'est un peu une logorrhée normative au sein de l'Union européenne qui se réaffirme en fait à travers sa vision juridique en fait du monde numérique. Quand je dis ça, cette logorrhée normative, c'est qu'il faut comprendre que ce projet de réglementation en IA, il s'intègre en fait dans un pacte numérique qui est voulu par l'Union européenne, et il y a dans ce pacte numérique pas loin de 8 à 9 projets de réglementation. Et donc il faut veiller, en fait, et ça c'est un point important, il faut veiller à ce qu'il y ait une bonne harmonisation sur les définitions, sur les classifications, sur ce qu'on entend aussi de l'intelligence artificielle, de la notion de données personnelles, de données industrielles. Et pourquoi ? Parce que ça aura un impact direct pour les entreprises, mais aussi pour les institutions, sur les exercices de conformité. Et donc, si on n'harmonise pas, c'est sûr que cet exercice de conformité, on va se retrouver avec des doublons et ça va représenter un coût financier et un coût humain qui va être difficile de supporter. Je dirais, dernier point, c'est sur cette notion de définition.
Effectivement, il y a eu ce projet de réglementation, mais on ne s'est toujours pas entendu finalement sur la définition qu'on veut avoir sur le système d'intelligence artificielle. On a du mal en fait à faire la différence entre le domaine et puis le produit système d'intelligence artificielle. Ça a aussi un impact concret et donc il faut absolument travailler de manière transverse avec des organismes de normalisation qui se sont déjà prononcés finalement sur ces définitions. Et puis aussi, il faut poser un regard sur ce qui a été fait dans le milieu militaire, parce qu'ils sont assez avancés finalement sur les définitions de l'intelligence artificielle. Et donc là aussi, il faut apprendre à travailler, je veux dire, avec un regard dual, voilà, civilo-militaire, et puis, comme je disais, à travailler avec les organismes de normalisation. Merci Licence. Alors justement, Philippe, vous êtes donc CEO de System Data Model. Vous avez une très grande expertise dans le domaine militaire. Et par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle dans ce domaine militaire, vous y voyez deux grands enjeux. Oui, effectivement. Donc, dans le domaine militaire, l'IA peut apporter beaucoup d'avantages, en particulier des avantages opérationnels. Et donc, le ministère des Armées s'est bien préparé pour pouvoir mettre à disposition des données. Alors, il part de données souveraines et pas de données confidentielles. Ça veut dire qu'il y a déjà une préparation très importante des données au sein de l'État pour se mettre en conformité par rapport à la législation sur la protection du secret. Donc en fait, il y a vraiment une orientation du ministère vers les entreprises. Par contre, ce qui est important aussi, c'est que les données, il ne faut pas les voir que comme des données, mais vraiment comme des choses qui ont de la valeur. Et donc il y a une nécessité de les protéger et de les mettre au coffre-fort. Donc il y a forcément des liens avec toute la législation sur la cybersécurité et la protection des données. L'autre point, c'est les processus industriels. En fait, quand on fait des programmes d'armement, un des objectifs, c'est de maîtriser les risques, et en particulier pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc ce qui est important aussi pour les sociétés, c'est de bien maîtriser des process industriels qui sont eux-mêmes encadrés parfois par la législation. Et donc, l'exploitation de solutions à base d'IA nécessite d'avoir effectivement une bonne connaissance juridique. Voilà. Merci. Alors, cette législation, effectivement, doit encadrer différents usages dans différents contextes. C'est le cas d'ailleurs de My Data Models. Donc, vous êtes une start-up Deep Tech qui travaille sur l'intelligence artificielle, sur la small data notamment. Et vous êtes impliqué dans le projet Confiance AI, qui travaille justement sur ces notions de données, de robustesse, d'explicabilité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Merci Fabienne pour cette invitation. Donc, juste un petit peu de contexte. Donc, My Data Model, c'est une start-up Deep Tech basée à Sophia Antipolis qui a développé une technologie qui permet de générer des modèles d'IA. Donc, nous, on est dans le domaine et on développe des intelligences artificielles en fait, pour nos clients. Et dans ce cadre-là, en fait, on a 3 éléments caractéristiques qui sont 1, la frugalité, 2, la confiance, et 3, l'embarquabilité de nos modèles. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on s'est rendu compte très très rapidement, c'est qu'il y avait un vrai sujet autour de la confiance pour passer en fin de compte du laboratoire à une IA opérationnelle utilisée dans des vrais dispositifs et des systèmes critiques ou non critiques. Donc la confiance est clé, et dans ce cadre-là, le gouvernement a décidé en 2021, à travers le programme Confiance.ai qui a été leadé par des grands industriels français, dont Thales, dont Safran, donc des personnes aussi bien dans le domaine civil que dans le domaine militaire. Donc Thales, Safran, Renault, donc Valeo, donc il y a 13 gros industriels qui ont créé ce programme, donc qui est financé dans le cadre de France 2030, qui a pour objectif de développer en fin de compte une IA de confiance dans le cadre de systèmes critiques, que ce soit des systèmes de sécurité que des systèmes autour du véhicule, donc autonomes. Et dans ce cadre-là, en fin de compte, ils ont sélectionné une trentaine de startups, on est maintenant une cinquantaine, plus des laboratoires académiques pour développer cette IA de confiance. Donc c'est quoi une IA de confiance ? C'est une IA qui va déjà, travailler sur de la donnée qu'on va pouvoir mesurer, valider, qualifier, parce que donc, la donnée est extrêmement importante dans la pertinence de l'IA et dans la pertinence des modèles qui vont être donc générés, et ensuite de développer en fin de compte des systèmes d'explicabilité et d'interprétabilité des modèles qui vont permettre à des experts métiers de pouvoir valider en fin de compte la pertinence de ce que propose donc la machine. Donc on est plutôt dans des systèmes white box que black box. Et donc dans le cadre de ce programme de confiance, donc nous en tant que petite start-up, on peut bénéficier en fait compte de tout l'outillage et tout le développement des outils, en sachant que Confiance a pour objectif de développer des systèmes d'évaluation technique en fin de compte de l'IA,
à des fins de pouvoir mesurer la confiance, l'impact et la qualité en fait compte des modèles qui sont donc proposés. Donc voilà. Merci Denis. Alors cette évaluation technique, cette mesure des différents systèmes d'IA, de la criticité peut-être, semble finalement aisée. Peut-être que Nicolas, vous travaillez chez Euranova, donc un pure player IA du côté de Marseille, pas du côté de Sofia. On est content que vous soyez là. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler peut-être les points critiques par rapport justement à ces évaluations techniques dans différents domaines et puisque ça implique différentes communautés, différents langages, peut-être quels sont les points d'attention auxquels il faut faire attention. Ouais, donc, comme vous avez pu tous le voir par rapport à ce qu'a dit chaque invité aujourd'hui, là, est-ce que vous venez de rappeler, le gros enjeu avec ce genre de régulation, c'est qu'il fait intervenir plusieurs communautés. On a des communautés qui sont scientifiques, les praticiens qui font des modèles de machine learning, ceux qui vont amener la donnée, qui vont la gérer, qui vont la processer. Vous avez le monde judiciaire, les juristes qui ont eux aussi leurs attentes, leurs pratiques et les habitudes dans leur travail. Et de manière plus générale, vous avez l'ensemble des citoyens, puisqu'à la base, ce genre de régulation est aussi là pour insuffler une confiance. Donc si on arrive au final à des régulations qui sont incompréhensibles et complètement obscures pour tout le monde, on aura aussi échoué. Donc on parle là de plusieurs communautés qui doivent coopérer pour arriver au bout. Des communautés qui donc ont différentes pratiques, notamment par exemple dans le monde judiciaire, on n'aime pas beaucoup les approches par risque. Dans le monde scientifique, comme le soutenait Philippe il y a quelques minutes, nous on aime bien ça. Moi j'aime beaucoup le fait que les AI Act soient orientés risque. On a des questions de vocabulaire. Ils ont soulevé le fait que la question de l'intelligence artificielle, c'est difficile à définir. Aujourd'hui, philosophiquement parlant, on ne sait toujours pas ce que c'est. Il y a un certain nombre d'organismes qui ont commencé à formaliser ce genre de principe en faisant des choix. Donc la question est de savoir quel choix prendre dans ce type de réglementation particulière. Et oui, de manière générale, les vocabulaires ne sont pas les mêmes dans ces communautés-là. Donc il faut qu'on s'accorde ensemble pour définir quelque chose qui convienne à tout le monde. Et ça, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui, puisqu'on a d'un côté les techniques, les gens du technique qui mettent en place un certain nombre de choses. On a eu un excellent exemple avec Denis, par exemple, des choses qui marchent, mais qu'il faut mettre en contexte dans l'utilisation des outils, typiquement. Et donc, il faut s'accorder avec différentes autres communautés. Et typiquement, par exemple, sur de l'interprétabilité, c'est très rare aujourd'hui de voir des publications scientifiques qui font intervenir un feedback clair, par exemple, de psychologues qui, disons, analyseraient comment les gens utilisent les mécanismes d'interprétabilité, par exemple. C'est pas inexistant, mais c'est très rare. Donc, le point sur lequel j'aimerais conclure, c'est que pour cette régulation, on ne va pas avoir le choix. On va devoir être multidisciplinaire. On va devoir faire intervenir à la fois des gens du technique, des gens du juridique, des citoyens concernés, de façon à ce que chacun y trouve son compte. Est-ce que du coup, on n'est pas trop tard, ça va prendre du temps pour mettre en musique toutes ces différentes communautés, etc. Donc est-ce qu'on va vraiment être prêt pour 2027 ? Est-ce que tous les pays de l'Union européenne vont bien se mettre d'accord sur un usage clair et donner confiance justement aux citoyens et aux industriels qui vont s'en emparer ? Ça, c'est en effet une grosse question qui s'est posée. Maintenant, le choix qui a été fait dans la rédaction, notamment de l'AI Act et dans un certain nombre d'autres textes qui s'en inspirent, ça a été d'avoir une approche évolutive. C'est-à-dire que le texte tel qu'il va être adopté n'est pas final. Il a pour objectif notamment de grossir. On parlait d'approche par risque. Aujourd'hui, les applications utilisant de l'IA sont cataloguées par niveau de risque. Et au fur et à mesure que de nouvelles applications arrivent ou que de nouveaux besoins arrivent, cette régulation va pouvoir évoluer avec le temps. Donc en effet, d'un côté, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas trop tôt, puisqu'on parle de domaines qui sont en constante évolution et qui sont aujourd'hui encore assez peu matures comparés à d'autres industries. Mais d'un autre côté, c'est aujourd'hui qu'on en a besoin. Je voudrais compléter un petit point également. Ce qui est intéressant, pour revenir à ce que tu disais, le texte met en œuvre une logique que l'Union européenne développe de plus en plus et qu'on retrouve bien dans ce texte, c'est-à-dire le recours à la normalisation. Et si le texte devrait entrer en application vers 2027, il y a actuellement un texte qui est sorti de la Commission qui donne mandat au Sénélec pour commencer à faire ce qu'on appelle des normes harmonisées. Donc l'AI Act va rentrer en application, mais vers 2025, déjà plusieurs normes harmonisées
vont être publiées. Et donc les entreprises pourront déjà voir par ces normes quel serait le management du système d'information, qu'est-ce qu'on attend en termes de DIA. Et lorsque l'entrée en vigueur du texte, enfin l'application exactement, aura lieu en 2027, on aura été plus préparé. À l'inverse, le RGPD, c'était le premier dans cette démarche. Et le RGPD, quand il est sorti en 2016, on savait que ça arrivait, il y avait une certaine crainte. Quand il est rentré en vigueur en 2018, on s'est dit, finalement, il y a des données à caractère personnel, qu'est-ce qu'on fait? Et le temps que la doctrine se fasse, le temps que les entreprises se mettent à jour, on peut dire que vers 2020-2021, c'est là où on rentre vraiment dans cette approche. Vous avez d'ailleurs la CNIL qui a publié une sorte de grille de maturité pour voir un peu où est-ce qu'on en est d'un point de vue RGPD. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'AI Act, on prévoit déjà ces normes en amont, quasiment 2 ans avant la date d'application. Pareil, la date d'application de 2027, elle est temporaire, elle est envisagée en l'état sur l'orientation générale. Rien n'est garanti. Et donc ça permet déjà dès maintenant de prendre une approche par la normalisation qui permettront d'amener les entreprises vers. Mais ça veut dire qu'en 2025, les PME de SCS notamment devront se mettre en conformité par rapport à ces normes d'ores et déjà? Alors non, il n'y a pas forcément un devoir de se mettre en conformité. L'idée de la norme, c'est que le fait que vous répondiez va vous permettre, si vous êtes dans un système d'IA à haut risque lorsque ça rentrera en application en 2027, là vous serez conforme. Mais entre 2025 et 2027, vous serez au moins au courant et au fait de ce qui pourrait être attendu si vous gérez des systèmes d'IA à haut risque. Et aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un système d'IA à haut risque? On sait le définir? Alors, c'est une bonne question, je ne sais pas si... Voilà. Non, sur ce, je vais faire une réponse un peu commune avec la question que vous avez posée précédemment. Je trouve qu'on n'est pas trop tôt, on n'est pas trop tard. On est bien. Là, l'Union européenne, de toute manière, elle n'a pas de big tech, mais ce qu'elle veut imposer, c'est une vision éthique et une vision économique en fait, de système d'intelligence artificielle. Donc pour ça, je pense qu'elle arrive au bon moment. Le seul souci, c'est qu'elle a voulu faire de l'horizontalité, c'est-à-dire qu'elle parle de la même manière aux États, aux institutions et aux entreprises. Avec, justement, et ça va rejoindre votre question sur les systèmes à risque, avec une vraie suspicion quand même sur l'usage de l'intelligence artificielle aux mains de l'État. Ça, c'est dû forcément au fait qu'on craint les systèmes de contrôle et de surveillance en voyant l'exemple chinois. Et donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est que, ça c'est sûr, il y a une vraie suspicion envers les États, mais qu'elle a du mal, en fait, finalement, à dire ce que c'est vraiment un système à haut risque. Est-ce qu'un système à haut risque, finalement, c'est un système qui est dans les mains d'un État? Est-ce qu'un système à haut risque, c'est un système où il n'y aurait pas de garantie humaine? Du tout. Ça veut dire que c'est un système qui marche de manière autonome, sachant qu'elle n'a pas défini ce que c'était qu'un système d'intelligence artificielle autonome. Qu'est-ce qu'ensuite, est-ce qu'un système à haut risque, effectivement, qui aurait des impacts sur les droits fondamentaux, mais comment on calcule ça en réalité? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un impact? Comment en fait on arrive à équilibrer ça avec aussi la protection des libertés, spécialement en fait pour les forces de sécurité? Donc là, je pense qu'elle est justement dans ce moment de réflexion où il va falloir qu'elle fasse un vrai effort au moins de clarté sur ce qu'elle entend sur les systèmes à risque, parce qu'en fait, c'est le point central de la réglementation. L'idée, c'est vraiment ces systèmes à haut risque. Un autre point aussi, avant de conclure, on me dit de conclure, c'est vrai que cette mise en conformité, il y a peut-être aussi un coût pour... Ouais, juste à ce moment-là. Oui, effectivement, ça a un coût. Nous, quand on commence déjà les premières évaluations de nos systèmes d'IA, quand on commence les conformités avec le RGPD, avec la directive police-justice, on se dit on a une vraie stratégie juridique, donc on fait de la prospective, donc on regarde ce qu'il y a dans le projet de réglementation, et on se dit en fait comment tout ça va communiquer. Ça va pas être possible. En fait, si je prends le cas de la gendarmerie, avant de rendre un système conforme, ça peut prendre entre 1 an et demi, 2 ans. Donc vous rajoutez là-dessus des projets de réglementation. En réalité, ça va être encore c'est encore un coût en temps, ça c'est sûr. Donc on va perdre un peu. En fait, on est en train de prendre de l'avance là, juridiquement, mais il ne faudrait pas qu'on en perde ensuite après. C'est un coût humain. Rien que là, dans les services au sein de la gendarmerie, ils ne sont pas moins de 6 ou 7 juristes à travailler toute la journée sur ces études d'impact et ces projets-là. Et puis après, c'est un coût bien évidemment financier.
Et peut-être pour compléter, pour votre question spécifique au niveau des startups, il y a une proportionnalité qui est prévue dans le texte existant. C'est-à-dire que plus le risque de l'application est élevé, plus on demande des garanties. Ça, c'est le point principal de la réglementation. Mais il y a aussi une proportionnalité par rapport à la taille des acteurs qui développent et mettent à disposition les modèles de machine learning. Donc, les mêmes garanties ne sont pas demandées à des toutes petites structures qu'à un géant, typiquement. Et c'est pour ça, globalement, pour les startups, tout projet en fait, compte de standardisation, de certification, de normalisation est un coût extrêmement important. Et plus les structures sont petites, plus ça impacte en fait, compte sur le modèle économique. Donc par rapport à ça, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'y réfléchir de manière collective, de manière souveraine, et de pouvoir en fin de compte, à travers des initiatives telles que Confiance, mettre à disposition en fin de compte tout un ensemble de plateformes et d'outils qui vont permettre aux startups et aux PME en fait compte de pouvoir accéder en fait compte à ces évaluations du risque, à ces évaluations techniques pour les aider en fait compte à rentrer dans cette logique d'évaluation et de certification. Mais si on ne la joue pas collectif et si effectivement on n'arrive pas à trouver des solutions souveraines et pérennes en fait compte et ouvertes à l'ensemble de l'écosystème, ça ne fonctionnera pas. Je voudrais juste rebondir un dernier point. Oui. Sur cette législation, le groupe La Poste coordonne avec le Hub Francia un GT Veille AIAC dont vous parliez, Fabienne, au début de l'intervention, où on suit en fait régulièrement toutes les évolutions de ce texte, l'actualité autour de ces questions-là. Oui, merci, effectivement. Merci Denis pour ce rappel. Effectivement, il faut jouer collectif. Et c'est vrai qu'on va inviter les membres SCS intéressés peut-être à rejoindre ce groupe de travail AI Act national pour pouvoir effectivement bien comprendre les différentes étapes, l'impact pour ces PME et peut-être aussi éventuellement remonter à la DGE ou à l'Europe, peut-être quelques points d'attention qui leur seraient chers et qui pourraient être pris en compte dans l'évolution de la réglementation. Merci à tous. Bonne journée sur le salon et peut-être aller rendre visite aux PME SCS qui ont un stand sur ce salon à Cannes. Merci à tous.